Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre la télévision du Burkina. Les titres du 20h de ce 16 octobre 2015. 8 personnes inculpées, dont 4 aux arrêts. C'est ce que révèle le dossier Thomas Sankara à ce stade de l'enquête selon la justice militaire. La même source précise que des personnalités politiques ont été déférées à la maison d'arrêt et de correction des armées concernant le putsch raté du 16 septembre dernier. Le point dans ce journal. Une semaine après l'attaque de Samorogouan, les populations travaillent en tandem avec des forces de sécurité. Une collaboration qui a permis de mettre la main et de neutraliser les explosifs enfouis dans la forêt de Tenasso le 12 octobre dernier. Retour de 500 pèlerins burkinabés au Bercail. Ils étaient heureux de retrouver les siens hier dans la soirée. Le gouvernement sur le tarmac a une fois de plus soutenu les familles touchées par le drame de Mina. Voici pour la une de ce soir, mais avant de développer ces titres, ces décrets apportés à votre connaissance. Le président de la transition, président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu le décret numéro 2014-001 presse trans du 18 novembre 2014 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2015-892 presse trans PM du 19 juillet 2015 portant remaniement du gouvernement, vu le décret numéro 2011-1081 presse PM MAECR du 30 décembre 2011 portant organisation du ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale, vu le décret numéro 2015-985 presse trans PM SGGCM du 17 août 2015 portant attribution des membres du gouvernement, décrète. Article 1, il est mis fin aux fonctions de M. Gilles Séraphin Bayala, directeur général du protocole d'État. Article 2, l'intéressé est remis à la disposition du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants pour emploi. Article 3, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel du FASO Ouagadougou le 15 octobre 2015. Le président de la transition, président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu le décret numéro 2014-001 presse trans du 18 novembre 2014 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2015-892 presse trans PM du 19 juillet 2015 portant remaniement du gouvernement, vu le décret numéro 2011-1081 presse PM MAECR du 30 décembre 2011 portant organisation du ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale, vu le décret numéro 2015-985 presse trans PM SGGCM du 17 août 2015 portant attribution des membres du gouvernement, décrète. Article 1, il est mis fin aux fonctions de M. Abdou Karim Traoré, officier, conseiller technique du ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale. Article 2, l'intéressé est remis à la disposition du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants pour emploi. Article 3, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel du FASO Ouagadougou le 15 octobre 2015. Le président de la transition, président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu le décret numéro 2014-001 presse trans du 18 novembre 2014 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2015-891 presse trans PM du 19 juillet 2015 portant attribution des portefeuilles de la Défense nationale et des anciens combattants et de la sécurité. Décrète, article 1, il est créé un Conseil de défense et de sécurité nationale en abrégé CDSN. Article 2, le Conseil de défense et de sécurité nationale est chargé de coordonner les questions relatives à la sécurité intérieure et extérieure du Burkina Faso, coordonner la politique de sécurité et de défense, définir les orientations stratégiques et fixer les priorités nationales en matière de défense et de sécurité, renseigner, informer et conseiller en permanence le chef de l'État en matière de défense et de sécurité, prévenir et gérer les actions
ou les situations de crise de nature à porter atteinte aux intérêts vitaux du pays, veiller à la coordination de l'action des différents ministères dans le domaine de la défense et de la sécurité. Le Conseil de défense et de sécurité nationale est présidé par le président du FASO et est composé comme suit. 1. Le Premier ministre. 2. Le ministre en charge de la Défense. 3. Le ministre en charge de la Sécurité. 4. Le ministre en charge de l'administration du territoire. 5. Le ministre en charge des Affaires étrangères. 6. Le ministre en charge de l'économie et des finances. 7. Le ministre en charge de la justice. 8. Le ministre en charge des eaux et forêts. 9. Le ministre en charge des technologies de l'information et de la communication. 10. Le directeur de cabinet du président du FASO. 11. Le coordonnateur général du Conseil de défense et de sécurité nationale. 12. Le directeur général de l'Agence nationale du renseignement. 13. Le chef d'état-major général des armées. 14. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale. 15. Le directeur général de la police nationale. 16. Le chef de l'état-major particulier du président du FASO, et 17, le directeur général de la sécurité intérieure. Article 4. Le Conseil de défense et de sécurité nationale est placé sous l'autorité hiérarchique du président du FASO. Article 5. Le Conseil de défense et de sécurité nationale est dirigé par un officier nommé par décret du président du FASO. Il prend le nom de coordonnateur général du Conseil de défense et de sécurité nationale. Il a rang de ministre. Article 6. L'organisation et le fonctionnement du Conseil de défense et de sécurité nationale sont fixés par l'arrêté du président du FASO sur proposition du coordonnateur général du Conseil de défense et de sécurité nationale. Article 7. Le présent décret sera publié au journal officiel du FASO, Ouagadougou, le 16 octobre 2015. Le président de la transition, président du FASO et président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu le décret numéro 2014-001/presse-trans du 18 novembre 2014 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2015-891/presse-trans/PM du 19 juillet 2015 portant attribution des portefeuilles de la défense nationale et des anciens combattants et de la sécurité, décrète. Article 1. Il est créé une agence nationale de renseignement en abrégé ANR. Article 2. L'Agence nationale de renseignement a pour principale mission de recueillir et d'exploiter au profit du président du FASO ainsi que du gouvernement les renseignements reconnus d'intérêt vital pour la sécurité du Burkina Faso. Elle coordonne les activités des structures chargées du renseignement intérieur, extérieur et de la lutte contre le terrorisme. En outre, elle est chargée de développer la coopération en matière de renseignement et de lutte contre le terrorisme avec les pays partenaires afin de mieux faire face aux menaces qui pèsent sur la sécurité nationale. Article 3. L'Agence nationale de renseignement est placée sous l'autorité hiérarchique du président du FASO. Article 4. L'Agence nationale de renseignement est dirigée par un officier nommé par décret pris en Conseil des ministres. Il prend le nom de directeur général de l'Agence nationale de renseignement DGANR. Il a rang de ministre. Article 5. L'organisation et le fonctionnement de l'Agence nationale de renseignement sont fixés par arrêté du président du FASO sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de renseignement. Article 6. Le présent décret sera publié au journal officiel du FASO, Ouagadougou, le 16 octobre 2015. Et nous entamons ce journal avec le gouvernement qui s'est réuni ce vendredi en Conseil des ministres extraordinaire, un mois jour pour jour après l'enlèvement et la séquestration du président du FASO ainsi que de ses collaborateurs. Le Conseil a examiné des dossiers qui n'ont pu l'être mercredi dernier. Le point avec Saratou Sissé et Ernest Kambiri. Ce conseil extraordinaire des ministres tenu au palais de Kossiam, un mois jour pour jour après l'enlèvement et la séquestration du président Kafando, du Premier ministre Yacouba Isaac Zida et deux de ses ministres, a permis à l'exécutif de la transition d'examiner plusieurs dossiers restés pendant l'issue du dernier conseil. Au titre du ministère en charge des postes, des télécommunications et de l'économie numérique, le conseil a examiné et adopté la politique sectorielle de ce département et son plan d'action pour les 5 prochaines années. Il s'est agi pour l'exécutif de doter ce département ministériel d'un document qui
qui va permettre aux acteurs de disposer d'un référentiel consensuel à même de permettre des investissements qui sied. L'une de nos difficultés que nous avons constatées, c'est le retard que nous avons accusé en matière d'investissement, en matière d'investissement dans les infrastructures de manière générale. Si vous prenez un exemple de la fibre optique, nous sommes parmi les derniers pays en Afrique de l'Ouest à avoir installé une véritable fibre optique. Donc ce plan, ce document de politique sectorielle prend en compte ces différents investissements. Et je pense que comme il y a un comité de suivi et d'évaluation, je pense qu'à l'horizon 2020, nous devrons avoir un secteur des télécoms et des postes qui soit véritablement à la hauteur de ce que nous pouvons espérer pour un pays comme le Burkina. L'éthique et la déontologie au sein du ministère en charge des infrastructures, du désenclavement et des transports, il en a été question au cours de ce conseil extraordinaire des ministres. Le conseil a examiné et adopté un projet de décret portant code d'éthique et de déontologie applicable aux agents et aux usagers. Le document permettra, après sensibilisation et vulgarisation, de sanctionner désormais tout contrevenant. C'est un code qui prône la bonne gouvernance au sein du ministère et qui permettra également de lutter contre la corruption et également qui réglemente les rapports entre les agents du ministère et les usagers. Selon le ministre Traoré en charge du dossier, des instructions ont été données par le gouvernement pour la mise en place des comités de suivi au niveau central, régional et provincial pour une application stricte de ce nouveau code qui vient d'être adopté. Affaire Thomas Sankara, coup d'État manqué de la mi-septembre, ce sont les deux gros dossiers présentement en cours à la justice militaire. Le directeur de la juridiction a animé un point de presse en début d'après-midi ce 16 octobre. Des inculpations sont effectives dans les deux dossiers. Issa Kafando, Jacques Lamissa Tarpaga. Dans le dossier Thomas Sankara et ses 12 compagnons, 8 personnes sont inculpées et 4 sont déjà aux arrêts. S'agissant du coup d'État manqué, 23 présumés auteurs et complices sont inculpés, des noms bien connus comme le général Gilbert Diendéré et le général Djibril Bassolé. Des personnalités civiles sont aussi poursuivies. C'est le cas de Léonce Koné, Maître Herman Yamego et Fatou Diendéré, l'épouse du général Diendéré. Les chefs d'accusation vont de l'attentat, l'assassinat, le recel de cadavres au crime contre l'humanité. Pour ce dernier cas, c'est le général Gilbert Diendéré qui est visé et la CPI, la Cour pénale internationale, pourrait intervenir. La CPI, généralement, elle agit comme un organe subsidiaire, c'est-à-dire que si l'État parti manque à ses obligations de le faire, la CPI peut alors prendre le relais. Mais si nous estimons que nous pouvons poursuivre et que nous engageons effectivement des poursuites, je pense que ce n'est pas nécessaire au niveau de la CPI. Les putschistes ont fait appel à des forces extérieures. Pour l'instant, les 3 juges d'instruction mènent des enquêtes selon le directeur de la justice militaire. Quant à la perquisition chez le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, à Ouagadougou, elle est bien confirmée, mais le secret de l'instruction ne permet pas de dire ce qui y a été trouvé. Effectivement, il y a eu une perquisition à son domicile, et je dois préciser que c'est un domicile privé. Et les officiers de police judiciaire agissant dans le cadre de la commission rogatoire à eux donnés par le juge d'instruction, sur la base d'éléments en leur possession, ils sont allés faire la perquisition dans ce domicile privé. L'affaire Thomas Sankara et celle du putsch pourraient être jugées en même temps si les juges estiment qu'il y a des connexions. Aucune date n'a été avancée pour la tenue des procès. Cela dépendra du moment où les juges d'instruction vont clôturer leurs enquêtes. Et le Parti républicain pour l'indépendance totale de regretter que le dossier Sankara ne puisse connaître son épilogue sous la transition. C'est l'un des points abordés au cours d'une conférence de presse animée par les dirigeants du prix Tlanaya. Le compte-rendu, c'est avec Mokhtar Ouedraogo et Aimé Solange Guigma. À l'entame de ce premier face-à-face avec la presse, après le coup d'État du RSP, en ce jour anniversaire de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara, le Parti républicain pour l'indépendance totale, Prit Lanaya, a rendu hommage aux victimes du coup d'État du 15 octobre 1987 et à celles du 16 septembre 2015. Il note sa satisfaction quant au déroulement des investigations sur les événements du 15 octobre 1987 ordonnés par la transition avec quelques regrets. Seulement, il déplore que la transition finissante
n'ait pas pu voir le dossier jugé. Le parti s'insurge contre l'acheminement des restes mortuaires à l'extérieur pour des autopsies et des tests d'ADN qui auraient pu se faire au Burkina Faso. Cette conférence de presse a permis au prêtre Lanaya de mettre en garde l'opinion publique sur les éventuelles conséquences de la tenue des élections sans que la lumière ne soit faite sur le putsch du RSP. Prenant acte de la clameur instrumentalisée, demandant des élections ici et maintenant, le prêtre Lanaya prévient que le risque est grand de plonger le pays dans l'instabilité avec la mise en berne des cas d'impunité de tout genre issus du régime Compaoré. Ainsi demande-t-il le jugement des éléments de l'ex-RSP qui ont fomenté le coup, tiré sur les manifestants et saccagé des biens. Je vous le disais en titre, une semaine après l'attaque de Samorogouan, la vie reprend timidement son cours. Les forces de sécurité ont été renforcées dans la localité. Une équipe déployée sur place a pu constater que plusieurs patrouilles sont effectuées dans la commune avec la collaboration des populations. Martin Zerbo, Moumouni Zerbo pour le constat. La situation est toujours tendue à Samorogouan après l'attaque de la brigade territoriale de gendarmerie de la localité. Les bâtiments avaient été attaqués par des assaillants avec une violence indescriptible. En témoignent les impacts de balles constatés un peu partout à l'extérieur comme à l'intérieur. Le mur, les fenêtres, les portes ont été criblés pour ne laisser aucune chance aux gendarmes qui étaient de garde ce jour-là. 3 gendarmes y ont perdu la vie dans cette attaque. Depuis lors, la localité de Samorogouan ressemble à une zone militarisée. Les forces de sécurité et de défense travaillent en parfaite collaboration, nous a affirmé le commandant de la compagnie de gendarmerie. Et dans cette collaboration, les explosifs ont été découverts le 12 octobre dernier dans la forêt de Tenasso, juste à une dizaine de kilomètres de Samorogouan. Des détonateurs, des engins artisanaux, des pièges, d'une poudre noire, des outils, des filets électriques d'une grande quantité ont été retrouvés sur place dans cette forêt selon les sources sécuritaires. Les spécialistes en la matière seraient donc arrivés sur les lieux pour désamorcer les engins, ensuite les apporter à Bobo-Dioulasso pour expertise. La présence impressionnante des forces de sécurité et de défense rassure donc peu à peu la population, même si la sérénité n'est pas encore totale. Les populations ont commencé à vaquer à leurs occupations. Et également les services, les gens ont commencé à travailler. Et quand bien même, il est toujours difficile de rentrer dans la brousse, dans les champs. Sinon, actuellement, on peut dire que ça va. On est un peu rassuré par la présence des forces de défense et de sécurité. L'activité économique au village est morose et la population commence à se faire des soucis. Nous n'arrivons même pas à vendre. La pauvreté règne au village. Moi-même, je suis restauratrice. Mais maintenant, je prépare pour les forces de sécurité. Le soir, tout le monde rentre à la maison. La population est paniquée. La nuit, il n'y a pas d'activité. Même chose durant la journée. Même les jours de marché, il n'y a plus d'ambiance. La vigilance est de mise dans le département de Samorogouan et la population est invitée à dénoncer toute personne ou objet suspect. Sur le traitement des informations militaires dans les médias et les réseaux sociaux, le CSC réagit. Le Conseil supérieur de la communication invite les animateurs et journalistes à plus de responsabilité et de respect des règles d'éthique et de déontologie. Voici le message. Appel du Conseil supérieur de la communication à un traitement responsable des questions militaires et sécuritaires dans les médias et les réseaux sociaux. Depuis les soubresauts consécutifs au putsch manqué du 16 septembre 2015, les questions militaires et sécuritaires occupent une place de choix dans les colonnes et les programmes des médias. Le Conseil supérieur de la communication constate, avec regret, que le traitement de ces sujets par certains médias et citoyens sur les réseaux sociaux se fait sans précaution aucune et très souvent au mépris des règles déontologiques. Il en découle la diffusion et la publication d'informations mal présentées et parfois erronées, contribuant ainsi à semer la peur et la psychose au sein des populations. L'assaut du camp Nabakoum par les forces loyalistes, les malheureux événements de Samorogouan et d'Oursi en sont des illustrations.
Si l'instance de régulation de la communication sociale comprend le nécessaire besoin d'informer les citoyens, elle déplore en revanche l'absence de responsabilité sociale de certains acteurs des médias dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Face à la question très sensible de la sécurité, le Conseil supérieur de la communication appelle les médias à, premièrement, s'abstenir de publier ou de diffuser des informations stratégiques, militaires et ou de défense et toute autre information pouvant porter atteinte à la sûreté de l'État ou compromettre l'action des forces de défense et de sécurité sur le terrain. Deuxièmement, s'assurer de la qualité et de la compétence de leurs invités appelés à s'exprimer sur ces sujets très sensibles et procéder systématiquement à la vérification des sources et au recoupement de l'information. Le Conseil supérieur de la communication appelle également les animateurs des réseaux sociaux et les citoyens intervenant dans les médias à, premièrement, faire preuve de modération et de responsabilité dans leurs déclarations, commentaires et analyses. S'abstenir de divulguer des informations révélant la position des troupes et de publier des informations erronées. Le Conseil supérieur de la communication sait compter sur le sens élevé de responsabilité et sur le patriotisme des acteurs des médias, des animateurs, des réseaux sociaux et de tous les citoyens pour une communication apaisée, gage de la paix sociale et d'un aboutissement heureux de la transition politique au Burkina Faso. Fait à Ouagadougou le 15 octobre 2015. Pour le Conseil supérieur de la communication, la présidente Nathalie Somé, chevalier de l'Ordre du Mérite burkinabé. Des propos recueillis pour nous par Roger Kam et Aruna Maré. Ce matin, il s'est agi pour le premier responsable du département des affaires étrangères de rassurer les diplomates présents au Burkina. L'ensemble du corps a été édifié sur les dispositions prises pour assurer la tenue prochaine des élections au Burkina. Le point de la rencontre avec Panwa Drogo, Jean Zongo et Nathalie Savadro. Le Burkina Faso revient de loin après le coup d'État du 16 septembre 2015. Après la tempête, place est au travail. Et le ministre en charge des Affaires étrangères veut rassurer ses partenaires. Face aux diplomates accrédités au Burkina Faso, Moussa Nebié a dit que les organes de la transition sont bel et bien en marche. La situation est redevenue à la normale. Les opérations sécuritaires et l'économie nationale du pays étaient au centre des discussions. Après le putsch, des investisseurs qui ont ralenti leurs opérations. Il y a des investisseurs qui voulaient arrêter les opérations. Et vous savez que même au niveau interne, il y a eu donc cette journée et ces journées où il n'y a pas eu de travail. Donc ça fait des manques à gagner pour le trésor public. Et en ce qui concerne le ministère de la Défense, c'était de leur dire que les opérations sécuritaires sont en cours. Le doyen du corps diplomatique se dit rassuré et réaffirme leurs engagements à accompagner le Burkina Faso dans sa quête de démocratie. Le ministre de l'économie nous a plutôt rassurés que le gap sera trouvé et que le financement sera bouclé. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et le soutien de la communauté internationale et des pays, comme je le disais tout à l'heure, les pays amis du Burkina et acquis. Il n'y a rien qui le remet en cause. Le ministre des Affaires étrangères a souligné que cette rencontre devrait se tenir depuis un certain temps, mais pour des raisons de calendrier, cela n'a pas eu lieu. Une minute de silence a été observée au début de la rencontre en mémoire des martyrs tombés lors du putsch dernier. Vous le savez, depuis ce jour vendredi, un deuil national est observé pour 3 jours en mémoire des personnes décédées au Hadj. Dans la soirée d'hier, ils étaient 500 à regagner le Burkina après avoir accompli le 5e pilier de l'islam. Alors, au nouveau Hadja et Hadj, ils ont été accueillis donc par une délégation du gouvernement, Nongba Kouda et Ismaël Diloma Sirima. 22h20 dans la nuit du jeudi à vendredi, le premier vol qui doit ramener les pèlerins atterrit. 500 personnes sont à bord. À leur descente, une délégation du gouvernement les accueille, puis les accompagne à l'aérogare pèlerin. Cette année, nous avons été frappés par une situation douloureuse
Donc c'est encore une raison de venir pour soutenir aussi les pèlerins. Une douleur matérialisée par 22 décès survenus lors de la bousculade, 15 des suites de maladies et 9 portés disparus, ce qui amène les pèlerins à relever les difficultés rencontrées. Quand vous allez là-bas, il y a des problèmes on vous affecte un numéro pour entrer dans un car, on vous affecte un autre numéro pour faire ci, pour faire cela. Et tout ça dans une certaine cacophonie vraiment insoutenable. Sur le plan de la santé, il faut avouer que ça ne va pas du tout. Nous, on ne sentait pas, on n'a pas senti du tout la présence. Les médecins étaient là, mais c'est comme s'ils n'étaient pas là. Ils étaient dépourvus de moyens, ils étaient en nombre très insuffisant. Ce pèlerin estime aussi que même les dates de retour se fixent par tâtonnement. Même si le comité de suivi du Hajj annonce 2 autres arrivées aujourd'hui, aux environs de 22 heures, à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou. Le comité prévoit également de ramener les derniers pèlerins au plus tard le 22 octobre. Lui a été inhumé dans son village natal hier 15 octobre. Journaliste à la retraite, Thiergou Pierre Dabiré s'est éteint le 13 octobre dernier à Ouagadougou des suites d'une courte maladie. Ils étaient nombreux à avoir rendu ce dernier hommage à l'homme, Issa Kanana Ali Sagnon. Vive émotion ici à Yabogan. Décédé le 13 octobre dernier à Ouagadougou, c'est dans son village natal que repose désormais Thiergou Pierre Dabiré. Les éditions Sidoya sont en deuil. Le personnel pleure la perte cruelle, difficile et inattendue de Thiergou Pierre. Il est des instants comme cela dans la vie où on se pose de multiples questions sans chercher forcément à obtenir une réponse. Pourquoi? Comment? Quand? Où? Qu'est-ce qu'il avait? Des questions qui resteront hélas sans réponse. Au-delà de sa famille, c'est toute la presse qui pleure la disparition de l'homme qui, tout au long de sa vie, est resté actif sur le terrain du journalisme, mais surtout dans le monde associatif et syndical. Pierre était la mémoire de notre maison. C'est ce que je peux vous dire, de notre famille. Des choses qui se sont passées il y a longtemps. Si vous en perdez le fil, demandez à Pierre. Tes collègues et collaborateurs retiennent de toi un journaliste à la plume alerte, parfois polémique, mais toujours empreint de rigueur et de professionnalisme, et surtout un homme généreux dans l'encadrement des jeunes. Pierre, tu nous quittes au moment où nous, tes jeunes confrères, avions besoin encore de ton capital d'expérience, de dynamisme et de tes conseils. C'est à l'AVP, l'agence de presse voltaïque, actuelle agence d'information du Burkina, que Thiergou Pierre Dabiré a d'abord officié. Mais c'est aux éditions Sidoya que l'homme aura passé la majeure partie de sa carrière, notamment à la rédaction de Carrefour africain, où il prendra sa retraite en 2014. Thiergou Pierre Dabiré fut entre autres journaliste, reporter, présentateur à Radio Bobo, chargé de communication au ministère de la Culture, directeur chargé des études au CFPI, le Centre de formation professionnelle et de l'information, aujourd'hui ISTIC, Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, secrétaire général d'honneur de l'Association des journalistes du Burkina et surtout membre fondateur du SYNATIC, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture. Il était par ailleurs membre de la commission de gestion des médias et de l'information, de la grande commission de la réconciliation nationale et des réformes. Jusqu'à sa mort, Thiergou Pierre Dabiré était président du réseau africain des journalistes pour l'intégrité et la transparence, section du Burkina. Il laisse derrière lui une veuve et 3 orphelins, tous inconsolables. Paix donc à l'âme du disparu. Et que peut-on lire dans les colonnes des parutions de ce 16 octobre? Sibidi Issa Lankwade nous répond. Les élections présidentielles et législatives ont été fixées au 29 novembre. Un choix qui satisfait de nombreux Burkinabés qui ont envie de sortir au plus vite de la transition. Pour le journal Le Quotidien, qui a donné la parole aux citoyens de quelques villes de l'intérieur, tous s'accordent à dire que c'est une date raisonnable. Raisonnable, oui, même si cette date a été obtenue à l'arraché, tant les tractations entre les différents protagonistes ont été difficiles, nous informe Le Pays. Au regard des péripéties vécues par la nation récemment, entre les autorités de la transition et les partis signataires de la charte, trouver une date consensuelle n'a pas été facile. Entre le besoin de sécuriser l'après-putsch et les incursions djihadistes, on comprend aisément que le président Kafando et son équipe aient voulu se hâter lentement pour organiser le scrutin, écrit Le Pays.
Qu'à cela ne tienne, la date ayant été trouvée, il faut mettre les petits plats dans les grands pour la respecter. Pour le journal Le Soir, la date du 29 est aussi attendue qu'elle suscite beaucoup d'intérêt. Seulement, il faudrait attendre de voir les élections se tenir avant de crier victoire. Car des menaces, il y en a toujours. La tenue des élections demeure soumise à beaucoup d'incertitudes, poursuit Le Soir, surtout avec des menaces tant intérieures qu'extérieures. Quoi qu'il en soit, le Burkina doit demeurer un exemple à suivre pour les citoyens des autres pays africains selon notre temps. Le pays se doit de réussir ses élections et pour ce faire, l'intérêt supérieur de la nation doit primer sur les intérêts égoïstes des individus. Et pour cela, les Burkinabés doivent rester unis comme ils l'ont été face au putsch. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Je vous retrouve dans quelques instants pour la lecture du Conseil des ministres extraordinaire de ce jour. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.